Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier Carte sur table de 2023. Nous allons en effet interrompre cette émission durant la période des fêtes de fin d'année, en souhaitant que dans cet intervalle, aucune actualité internationale dramatique ne vienne assombrir cette traditionnelle trêve des confiseurs de Noël et du premier de l'an. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, plusieurs événements significatifs se sont produits, dont nous aurons l'occasion de parler avec mon invité, Ibrahima Thiam, de retour du Sénégal après le congrès d'investiture d'Abdoulaye Baye, dont il est le conseiller spécial pour les présidentielles de février 2024. Nous évoquerons bien sûr la fin des travaux de la COP28, avec un engagement concernant les énergies fossiles, le récent déplacement aux États-Unis de Volodymyr Zelensky à la recherche de nouvelles aides financières et militaires dans le cadre de la guerre contre la Russie. Et cette semaine encore a vu l'ouverture d'un sommet européen à Bruxelles important, où là encore Kiev s'est retrouvé au premier plan avec l'ouverture d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et l'approbation d'une aide de 50 milliards d'euros ou pas, sous forme de dons et de prêts. Problème, le Hongrois Viktor Orban est hostile à cette aide financière et entendait négocier son accord au déblocage de fonds européens qui lui sont destinés mais qui sont actuellement gelés. Les négociations promettent d'être rudes. Nous parlerons aussi de la situation au Proche-Orient, avec la poursuite de la guerre à Gaza, mais en abordant le conflit sous un angle rarement évoqué, celui des ultra-orthodoxes juifs et des colonies juives en Cisjordanie. Deux facteurs qui ajoutent à la vive tension existante entre Israéliens et Palestiniens et qui jettent même de l'huile sur le feu. Et nous terminerons cette émission en revenant sur la décision du tribunal de Dakar à propos de la possibilité ou non pour Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle de février prochain, alors que celui-ci est toujours en prison et que son parti, le PASTEF, a été dissous. Eh bien, j'ai intitulé cette émission d'aujourd'hui « COP28, vrai ou fausse embellie pour le climat ?» Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Duval. Et heureux de vous retrouver après mon escapade à Dakar la semaine dernière et avant que j'y reparte ce week-end jusqu'à la fin de l'année afin de participer activement à la campagne électorale d'Abdoulaye Baye, qui a été officiellement investi samedi dernier par son parti et ses alliés politiques, au nombre desquels je me trouve. Commençons donc sans attendre par la conférence de l'ONU sur le climat, et précisément de cette COP28 qui vient de se terminer, même si les représentants de quelques 200 pays de la planète semblent se féliciter du résultat, on a quand même l'impression que la montagne a accouché d'une souris face à l'enjeu très important que constitue le réchauffement de la planète. Est-ce aussi, Ibrahima Thiam, votre sentiment ? Je serai un peu moins pessimiste que vous, Jean-Yves Duval, sans être résolument optimiste. Je trouve en effet exagéré qu'on puisse dire que le texte approuvé est historique, même si pour la première fois, on s'est accordé pour un éloignement progressif des énergies fossiles. Vous noterez, le mot éloignement est non sorti et les mots ont leur importance dans ce genre de sommet où il n'est question que de diplomatie. Mais pour autant, ne boudons pas notre plaisir, car cet abandon progressif du pétrole et du gaz constitue une réelle avancée.
Et le fait que cet accord soit obtenu à Dubaï, dans ce golfe Persique, principal producteur de pétrole et de gaz, n'est pas rien. Rappelez-vous aussi que seule la réduction progressive du charbon avait été actée à la COP26 de Glasgow. Et puis, comme nous le disions la semaine dernière à propos du Sénégal, il faut penser à la sécurité énergétique des pays en voie de développement, à un moment où quelques 800 millions de personnes à travers le monde manquent d'accès à l'électricité. Donc oui, l'accord trouvé dans les Émirats arabes unis signe bien les prémices d'un déclin du pétrole. Or, cela fait plus de 30 ans que les énergies fossiles planent comme une ombre sur les négociations climatiques sans jamais être clairement montrées du doigt. Le mot sorti, vous l'avez compris, Jean Duval, était une ligne rouge pour les pays producteurs, comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela ou encore la Russie. Alors, plutôt que de voir le verre à moitié vide, je préfère le voir à moitié plein. Je le disais dans le sommaire de notre émission, le président ukrainien Zelensky s'est donc rendu mardi dernier à Washington afin de tenter de débloquer l'aide nécessaire au front et à faire face à l'invasion russe. Cette aide massive était cependant loin d'être acquise du fait de l'hostilité de la majorité républicaine des sénateurs au Congrès. Alors comment entrevoyez-vous à l'avenir à un moment où l'armée de Vladimir Poutine semble engranger quelques victoires dans le Donbass? On constate un certain essoufflement de l'Ukraine après plus de 2 années de guerre. Essoufflement dû aux pertes humaines importantes, d'autant plus importantes au regard de la population du pays, de l'absence d'armement promis par l'Occident. Je pense notamment aux avions F-16, mais aussi à une certaine usure du pouvoir de Zelensky, lui-même qui se voit de plus en plus souvent contesté de l'intérieur, y compris par certains de ses proches et de hauts gradés militaires. De son côté, la Russie, après différents revers, semble avoir corrigé ses erreurs tactiques ou stratégiques et surtout bénéficie d'une économie de guerre qui commence à tourner à plein régime. Reste aussi pour elle, même si sa population est plus importante, des problèmes d'effectifs avec de nouvelles mobilisations en perspective. Car dans son camp aussi, les pertes humaines sont innombrables. N'oublions pas non plus un autre événement, à savoir l'élection présidentielle de mars prochain, en Russie, où Vladimir Poutine a déjà fait savoir qu'il sera candidat. Quelle surprise! Cela peut-il avoir, selon vous, une certaine influence dans le déroulement des combats? Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Le maître du Kremlin a tout intérêt à se présenter en position de force avant le scrutin, même si les jeux sont déjà faits et l'histoire écrite, car il ne fait aucun doute qu'il sera réélu haut la main. Mais il est essentiel, pardonnez-moi, pour lui de se présenter devant les électeurs de façon victorieuse dans le cadre de cette opération spéciale. Il en va de son honneur et de son image. Et puis n'oublions pas non plus que les États-Unis voteront également l'année prochaine pour leur nouveau président. Soit on reprend le même, Joe Biden, et la politique internationale ne subira pas de grands changements, de grands bouleversements par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, soit on retrouve Donald Trump, et là, c'est la grande porte ouverte vers l'inconnu. Tout à fait. Or, selon les derniers sondages, l'ancien président a le vent en poupe, malgré son coup de force antidémocratique contre le Capitole. Reste qu'il doit faire face à une avalanche de procès et qu'une condamnation dans l'intervalle lui barrerait la route de la Maison-Blanche. Qui a dit que la patience est la mère de toutes les vertus? Je sais que vous ne lisez pas dans le marc de café et que vous ne consultez pas non plus de boule de cristal. Mais quand même, estimez-vous possible qu'en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, on puisse s'acheminer vers des négociations entre les deux pays susceptibles de déboucher sur un traité de paix? Vous avez raison, Jean Duval, de préciser
que je ne suis pas un voyant. Et bien malin celui qui pourrait dire aujourd'hui de quoi demain sera fait, surtout à propos de cette guerre. On peut seulement espérer que la raison finira par l'emporter, que chacune des parties belligérantes convienne que les pertes humaines et matérielles sont suffisantes et que sous la pression des opinions publiques respectives, même si du côté russe, il ne faut guère se faire d'illusions sur le rôle et l'importance de ladite opinion publique. Une ébauche de dialogue sérieux s'installe, laissant entrevoir une issue à ce conflit, où on le voit bien, ni l'un ni l'autre ne peut envisager de perdre. Si j'ai un souhait à formuler en cette fin d'année, c'est que progressivement, les diplomates remplacent progressivement les militaires et qu'on puisse s'acheminer vers une sortie de crise honorable pour chacun. Il y a un dicton qui dit « Il est facile de commencer une guerre, mais beaucoup plus difficile de la terminer. » Et l'histoire nous l'a amplement prouvé. Ainsi que je le disais en préambule de notre entretien, un sommet européen important se tenait ces jours-ci à Bruxelles, avec notamment la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ainsi que l'aide financière de l'Europe à ce pays pour faire face à la guerre contre la Russie. Êtes-vous optimiste, Brimatiam, sur l'issue de ce sommet européen? Le dernier de l'année d'ailleurs. Difficile à dire, tellement les positions de certains au sein de l'Union européenne sont divergentes. Le Hongrois Viktor Orban, qui est resté proche de Poutine et ainsi oscille à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. De même qu'il s'oppose à un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Il va être difficile aux 27 de trouver un consensus, mais qui sait si Viktor Orban ne va pas se laisser attendrir, comme cela s'est déjà fait par le passé, lorsqu'il menaçait de bloquer certaines décisions importantes avant finalement d'y renoncer. Le fait que l'Union européenne ait débloqué 10 milliards d'euros pour son pays avant l'ouverture du sommet peut l'amener à adoucir sa position. Une chose est certaine, les diplomates vont avoir fort à faire au cours de ce sommet. Nous ne saurions terminer cette émission sans parler de la situation à Gaza, où les bombardements israéliens continuent de pilonner les immeubles et où Tsahal envisage de noyer les tunnels du Hamas. J'aimerais toutefois, Brimatiam, si vous le voulez bien, qu'en marge de cette situation dramatique pour la population civile, nous disions un mot sur un phénomène dont on parle assez peu depuis le début de la guerre, à savoir le rôle des juifs ultra-orthodoxes israéliens, qui sont quand même plus d'1 million sur une population totale de 8,5 millions d'Israéliens, et qui exercent une très forte influence sur le pays. Ce sont eux aussi qui favorisent les implantations sauvages en Cisjordanie. Quelle est votre réflexion à ce sujet? Outre les relations privilégiées qu'ils entretiennent avec le gouvernement Netanyahou pour une politique ultranationaliste, on évoque souvent le radicalisme de certains islamistes. Mais il faut aussi reconnaître la radicalité de ces juifs ultra-orthodoxes. Il suffit de voir les nombreux interdits qu'ils imposent à leurs compatriotes dans certains quartiers de Jérusalem, qu'ils ont, si j'ose dire, cannibalisés. Et cela dépasse largement le traditionnalisme en matière vestimentaire, qui nous renvoie aux pratiques du judaïsme du XVIIIe siècle. Mais s'il n'y avait que cela, ce ne serait pas grave. De même que le refus de la modernité, que ce soit la télévision ou Internet, là où c'est plus important, c'est lorsqu'ils refusent par exemple de côtoyer des laïcs ou des pratiquants d'autres religions. Mais c'est aussi des partis politiques ultranationalistes qui siègent au Parlement où ils occupent 11 sièges. Mais le plus grave est l'implantation de colonies juives dans les territoires occupés. On en compte près de 150 en Cisjordanie, soit près de 700 000 colons, au mépris de la continuité territoriale entre les villes palestiniennes. Il s'agit là de violations répétées aux résolutions de l'ONU, dont la dernière date de janvier de cette année. Et cette colonisation sauvage va à l'encontre d'une solution pacifique de 2 États,
qui nécessite le retrait israélien des territoires occupés depuis 1967 en échange de la reconnaissance définitive d'Israël et de son droit à la sécurité. Sauf que vous savez très bien que le Hamas s'oppose à l'existence de deux États, de même qu'Israël aujourd'hui, du fait qu'il réfute le droit à l'existence de ce pays et appelle à la présence d'un seul État palestinien, islamique même dirons-nous, sur les territoires occupés par Israël. Ce sont précisément les éléments radicaux d'un côté, les juifs ultra-orthodoxes et les islamistes du Hamas, qui empêchent qu'une solution pacifique puisse être trouvée, car elle va à l'encontre de leurs objectifs. L'affaiblissement du Hamas, du fait de la guerre qu'il livre aujourd'hui à l'armée israélienne à Gaza, pourrait permettre de renouer le dialogue avec une autorité palestinienne, sous réserve toutefois qu'Israël, de son côté, retire ses colonies de Cisjordanie. Chaque partie doit faire un effort si on veut que cette région retrouve la paix, faute de quoi nous sommes voués à assister à une guerre perpétuelle. Pour conclure, je voudrais qu'on dise un mot à propos d'Ousmane Sonko. C'est un peu le feuilleton de l'automne et de l'hiver certainement. Le leader du PASTEF, parti aujourd'hui dissous, est lui-même emprisonné à Dakar. Le tribunal précisément de Dakar avait remis à jeudi sa décision concernant une possibilité d'inscription de sa part sur les listes électorales. Possibilité qui conditionne son éventuelle candidature à la présidentielle de février prochain. Le verdict est tombé. Quel est votre commentaire ? La décision est assez inattendue, puisque confirme un jugement rendu en octobre par le tribunal de Ziguinchor, qui avait été ensuite cassé par la Cour suprême à la mi-novembre. Aujourd'hui, les juges sénégalais ont ordonné la réintégration sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko, ce qui pourrait relancer sa candidature à la présidentielle. J'utilise sciemment le conditionnel, car j'imagine que l'État va intenter un nouveau recours devant la Cour suprême. Peut-être, sans doute même. Mais même dans ce cas, le recours n'est pas suspensif, car le code électoral dit que la décision du juge doit être immédiatement exécutée. Ce qui voudrait dire que Sonko est en droit de déposer sa candidature jusqu'au 26 décembre et de recueillir les parrainages nécessaires, ce qui ne posera d'ailleurs pas a priori de difficulté pour lui. Certes, tout est possible. Et cela semble en effet lui ouvrir la route à une candidature pour l'élection de février 2024. Mais dans cette affaire, on n'est pas à l'abri d'un nouveau rebondissement. Il y en a déjà eu tellement. Alors que le plus sage est d'attendre. Eh bien, c'est sur cette dernière intervention que se referme notre magazine, le dernier, je le rappelle, de 2023. Je vous remercie bien sûr très vivement, Ibrahim Mathiam, d'avoir été un partenaire fidèle de notre émission de géopolitique tout au long de cette année et de nous avoir fait partager vos analyses et permis de décrypter ensemble les grands dossiers internationaux. Et il y en a eu d'innombrables. Encore merci. Mes remerciements vont également à nos auditeurs, chaque semaine plus nombreux, à nous avoir écoutés et être restés fidèles à Carte sur Table. Et à l'heure de souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, c'est la tradition, à tous et à toutes, bien par avance une très belle année 2024, qu'il me soit permis aussi d'adresser un clin d'œil amical à Augustin Faye, le réalisateur de notre émission, toujours fidèle au poste. Je rappelle en effet que notre magazine 2.0 est réalisé depuis Bergame en Italie, alors qu'Ibrahim Mathiam et moi-même résidons ici en France, quand il n'est pas Ibrahima Thiam au Sénégal. Et c'est donc un triplex qu'Augustin Faye a la charge de réaliser en même temps que l'incrustation d'images et de vidéos afin d'illustrer nos propos. Un grand merci à nouveau à lui. Sur ce, eh bien, je vous quitte en vous souhaitant une nouvelle fois un très joyeux Noël et une belle Saint-Sylvestre, en espérant que 2024 apportera à toutes et à tous joie et bonheur. Ciao! Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur Table. Carte sur Table avec Ibrahim Mathiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval.
Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.